Bonjour tout le monde, on va faire une petite vidéo sur le Fox DHX2 ancienne génération. C'est un amortisseur qui n'est plus en vente et qui est encore beaucoup utilisé. Et ce que j'ai constaté, c'est que comme sur beaucoup d'amortisseurs haut de gamme, souvent les pilotes ne comprennent pas les différents réglages. Donc là, je vais passer en revue les différents réglages et je vais essayer de vous les expliquer. Donc on est sur un amortisseur coil, ça veut dire qu'on a un ressort hélicoïdal en métal qui encaisse la force des chocs et qui va rejeter la force des chocs. Donc il a un rôle très important et pour qu'il ne soit pas complètement incontrôlé, on a un circuit hydraulique ici. Donc ça, si vous vous dites parfois qu'un ressort coil c'est très simple, parce qu'il y a un ressort en métal qui fait tout et c'est un truc d'une seule pièce, non, il y a un corps ici d'amortisseur, un circuit hydraulique qui va contrôler la vitesse à laquelle le ressort va se décompresser et se compresser. Donc il y a un rôle très important. Le ressort coil, il faut savoir qu'il faut le choisir en fonction du pilote, de la pratique et du type de vélo. C'est-à-dire qu'il a une dureté. Donc là, un amortisseur comme ça, il faut voir qu'il a facilement une vingtaine de ressorts recommandés par Fox pour son utilisation dans son anthrax et le débattement que vous voyez à l'écran. Par contre, évidemment, vous ne pouvez pas choisir n'importe lequel. Il faut choisir la bonne dureté de ressort en fonction du poids du pilote, du niveau de pratique et du type de vélo. Donc, poids du pilote, il faut être clair, un pilote qui fait 50 kg ou un pilote qui fait 85 kg, c'est pas la même contrainte sur le vélo quand il est sur la selle. Donc ça, c'est le premier paramètre. Ensuite, on a la cinématique du vélo, plus ou moins progressive ou linéaire. On va avoir besoin d'un ressort qui va être plus ou moins souple, plus ou moins dur. Et ensuite, on a le niveau de pratique du pilote. Donc, un pilote qui est en compétition DH ou un pilote qui commence en enduro, c'est pas du tout les mêmes contraintes, donc c'est pas du tout la même dureté. Donc tout ça, ça demande de choisir le bon ressort, et c'est vraiment le réglage principal. Ensuite, il faut faire attention à mettre le bon niveau de précontrainte. Moi, je conseille de ne pas aller trop loin sur la précontrainte du ressort. C'est-à-dire que si vous vous dites que vous allez augmenter la précontrainte du collier ici pour le rendre plus dur, en général, c'est une erreur, parce qu'à l'intérieur, vous avez un système qui évite le talonnage en décompression. Et si vous avez trop de précontrainte, ça va taper sans arrêt. Donc, choix du ressort, niveau de précontrainte adapté, raisonnable. Ensuite, vous avez les réglages externes hydrauliques. Et là, c'est un peu plus compliqué que ça en a l'air. Donc, on a le réglage rouge, c'est le rebond. Le réglage bleu, c'est la compression. Donc, ça fonctionne avec des clés. Il faut une clé de 6 et une clé de 3. Et en l'occurrence, la clé de 3 fait la partie la plus importante, c'est-à-dire qu'elle règle les basses vitesses. Les basses vitesses, c'est l'essentiel des chocs que vous allez rencontrer. Les hautes vitesses, c'est l'essentiel des chocs que vous avez quand vous avez des gros chocs qui arrivent très vite. Je caricature un petit peu, mais pour faire simple, c'est ça. Donc, il faut d'abord vous concentrer sur la clé de 3 et le réglage qui est au milieu. Donc, les deux réglages activent une cam ici à l'intérieur qui permet de régler des valves, donc au rebond et en compression. Et là, en fait, il faut commencer par avoir un réglage qui vous permet d'avoir une vitesse de rebond qui est adaptée en fonction de votre pratique, en fonction peut-être du chronomètre que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est vraiment un réglage qu'il faut bosser et qu'il ne faut pas faire complètement au hasard. On a pareil au niveau de la compression. Et là, c'est aussi assez important parce qu'en fonction du poids que vous faites, les basses vitesses en compression ont besoin d'être plus ou moins fermées. Donc si vous avez un coil avec le bon ressort pour votre poids, votre pratique, votre vélo, mais que vous trouvez que c'est encore trop mou, en général, c'est parce que vous n'avez pas réglé les basses vitesses correctement. Ensuite, clé de 6. Donc des deux côtés, c'est pour les chocs à haute vitesse. Donc là, vous êtes sur un réglage qui est peut-être un petit peu secondaire. Il a son importance, mais il faut comprendre qu'il va surtout intervenir sur les chocs qui arrivent très vite et sur les chocs qui consomment l'essentiel du débattement. Ensuite, au niveau de la gâchette ici, donc open, firm, ouvert, fermé, c'est une gâchette qui peut paraître importante parce qu'elle permet de raffermir l'amortisseur quand vous êtes en montée. Ça a un rôle, on ne peut pas dire que ce soit inutile, mais par contre, si vous avez les bons réglages en haute et basse vitesse, ce que la molette ici va vous apporter sera pas si important que ça. Mais c'est un plus qui est apprécié sur pas mal de vélos. En général, on ne la trouve pas sur les versions DH de ces amortisseurs, pour la simple et bonne raison qu'en DH, en général, vous n'allez pas monter la cote sur le vélo de DH. Donc ça, c'est pour les réglages. Au niveau maintenance, c'est un amortisseur malheureusement qui a un historique de fuite assez important. On a la tête cylindrique ici qui a tendance à craquer assez facilement au niveau des différentes arêtes.
Donc ça, c'est un truc dont il faut pas mal se méfier. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, ça peut coûter assez cher. Et on a une autre source de fuite qui est le bearing holder. Donc le bearing holder, c'est la pièce par laquelle la tige rentre à l'intérieur de l'amortisseur. Donc ça, c'est une pièce d'étanchéité qui est assez importante. Faut s'en méfier, elle a quand même pas mal de fuites. Parfois, j'ai des clients qui me ramènent cet amortisseur et qui me disent « Ouh là là, il a une fuite, est-ce qu'on peut encore le sauver ?» Oui, parce que cette pièce-là ne coûte pas très cher et elle permet de sauver l'amortisseur au moment du service. Donc quand vous avez une fuite sur un DHX2 ancienne génération, elle peut être assez grave si elle est ici, parce que ça, c'est une pièce qui est coûteuse, ou pas vraiment grave quand elle est sur cette pièce-là. Il faut aussi se méfier de la tige ici. Ça arrive souvent qu'elle ait plein de petits impacts qui en fait vont user le bearing holder. Il faut voir que quand ça arrive, il faut autant remplacer la tige que le bearing holder. Dans les deux cas, tige, bearing holder, on est sur des réparations qui sont relativement limitées et qui restent raisonnables par rapport au prix de l'amortisseur ou en tout cas d'un remplacement. Par contre, quand on arrive sur la tête cylindrique craquée, là, c'est un peu plus un problème. Voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.